Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Après la vie sur un fil, après sur la morale, le médecin et le soignant et la société, après de nombreux ouvrages sur la cardiologie et les systèmes de soins en Afrique, Abdoul Kane revient avec cet ouvrage Les eaux noires, un roman. Pourquoi avoir écrit un roman pour un cardiologue? Merci beaucoup. Pourquoi un roman? Parce que je pense que le roman, la fiction de manière générale, peut réellement aider à décrire la réalité. Et le roman peut le faire avec beaucoup de force, peut le faire avec beaucoup d'imagination. Et derrière toute fiction, on peut imaginer qu'il y a des réalités qui peuvent être racontées. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi le roman. Selon Stendhal, un livre, notamment un roman, est un miroir de la société. Est-ce le cas? Oui, je pense que écrire, c'est écrire pour les hommes et écrire pour la société. Et évidemment, c'est aider la société à se mirer, c'est aider la société à se regarder et pouvoir voir ce qui est beau, mais aussi voir ce qui peut être laid, et faire les bons diagnostics, faire les bons choix et apporter les solutions. Je pense que Stendhal a tout à fait raison. On peut le faire sous différentes formes, mais je suis de plus en plus convaincu que le roman, la fiction sont des outils qui peuvent être très utiles dans cette fonction-là. Abdoul Kane, vous avez écrit La vie sur un fil, vous avez également écrit L'éthique, le soignant et la société. L'un parle des écarts de ce qui se passe dans le milieu hospitalier, l'autre parle de la morale, du comportement, de ce que doit être la médecine, en partant du père même de la médecine. Aujourd'hui, vous décrivez une autre réalité de ce qui se passe dans les milieux hospitaliers et au-delà même de ce qui se passe dans nos sociétés. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce sacerdoce? Alors ce choix est pour moi très important. Je pense d'ailleurs qu'il y a une vraie continuité entre La vie sur un fil, L'éthique, le soignant et la société, et puis ce roman Les eaux noires. Je parle souvent d'une réalité médicale, mais j'ai moi cette conviction qui est faite depuis fort longtemps que la médecine, c'est aussi un regard sur la société, c'est un regard sur l'idéologie, c'est un regard sur la politique de façon générale. Lorsque j'ai décrivé l'hôpital public africain dans La vie sur un fil, j'ai voulu décrire la société de façon générale. En effet. Puisque c'est l'idéologie et le regard de la société qui vont déterminer à quoi ressemblent nos hôpitaux. Comme le disait quelqu'un, les hôpitaux sont le miroir de la civilisation d'un peuple. Et critiquer l'hôpital public africain, c'est rappeler aux Africains qu'ils doivent apporter plus d'humanité à leurs hôpitaux. Exact. L'éthique, le soignant et la société est allée dans la même direction, mais il s'agissait bien sûr là d'un essai qui met un peu plus les choses en place. Et j'ai pris comme prétexte pour rédiger ce roman une épidémie. En effet, nous allons y revenir d'ailleurs. Et pour moi, les épidémies ont un volet biomédical, mais ont surtout un volet sociétal, culturel, politique, idéologique, économique. Et donc, parler d'une épidémie, quelle qu'elle soit, c'est parler de la politique au sens large, de comment la cité a été tenue jusqu'ici. Et pour moi, il y a vraiment une continuité. Je pars certes de ma médecine, mais pour moi, ma médecine a une ouverture extraordinaire sur la société de façon générale. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, bien évidemment, il y avait la grippe espagnole qui avait fait près d'1 million de morts. Aujourd'hui, nous sommes presque à la deuxième dizaine du XXIe siècle. Nous avons vu qu'il y a l'épidémie du coronavirus, la Covid-19, qui aujourd'hui est près de 500 000 morts. Y a-t-il un rapprochement? Est-ce que l'histoire bégaye? Ah oui, beaucoup. D'ailleurs, lorsque vous lirez Les eaux noires, vous vous rendrez compte des similitudes extraordinaires qu'il a pu y avoir entre l'épidémie à virus Ebola, qui a concerné certains pays africains, mais les autres épidémies, telles que l'épidémie de la grippe espagnole,
qui a fait des millions de morts dans le monde et qui a fait 2 à 3 millions rien que dans l'Afrique occidentale française. Exact. Vous verrez beaucoup de similitudes entre ces épidémies-là dont nous parlons et les épidémies qui ont secoué l'Afrique occidentale française durant la période coloniale. Et vous verrez beaucoup de similitudes entre ces épidémies et la peste noire, qui date pourtant du XIIIe au XIVe siècle. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la réaction humaine vis-à-vis des épidémies. Et c'est pour cette raison que je disais que finalement c'est notre relation à l'autre, c'est notre relation à notre société, c'est la façon dont nous conduisons les choses qui va déterminer notre comportement au niveau des épidémies. La médecine a certes évolué du point de vue purement biomédical, mais on se rend compte qu'il y a exactement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que la stigmatisation est toujours là. La question des rites funéraires pose toujours problème. Exact. La question du rapport à l'autre, l'autre étant parfois vu comme celui qui ramène le virus, les violences communautaires, toutes ces questions-là ont traversé quasiment toutes les épidémies. Donc oui, que cette épidémie s'appelle grippe espagnole, qu'elle s'appelle choléra ou peste en Afrique occidentale française, qu'elle s'appelle peste noire dans l'Europe médiévale, qu'elle s'appelle Ebola il y a quelques petites années encore. Exactement. Derrière nous en Afrique de l'Ouest, vous retrouvez quasiment les mêmes ingrédients qui montrent que oui, il y a des différences parfois, mais il y a de terribles similitudes qui nous rappellent ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est justement des êtres humains qui ont encore beaucoup de failles par rapport à leur comportement et par rapport à l'humanité qui doit les habiter. Ce roman, Les eaux noires, vient à son heure parce que je rappelle que vous l'avez déposé pour édition avant même que l'on ne parle de cette épidémie, la Covid-19. Et aujourd'hui, tout ce que vous décriviez dans cette épidémie, de tout ce que vous dénonciez, la réalité que vous avez décrite à travers l'épidémie Ebola, se revoit encore une fois de plus dans cette épidémie, la Covid-19. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de politique publique de la santé? Oui, alors l'histoire bégaye parce que les hommes n'apprennent pas de l'histoire. L'histoire bégaye parce que nous n'avons pas su tirer les bonnes leçons. Pourquoi avons-nous des épidémies? Mais nous avons des épidémies, bien sûr, parce que naturellement les microbes sont là et continueront à exister. Mais pourquoi nous avons des épidémies de plus en plus fréquentes et de plus en plus virulentes? C'est parce que nous l'avons créé. Nous l'avons créé parce que nous avons détruit la nature et l'écosystème. Le dérangement donc de l'environnement. Et le dérangement de l'environnement joue un rôle essentiel dans la survenue des épidémies. Je rappelle que les humains ont détruit l'équivalent d'une superficie qui est celle de l'Afrique tout entière. Et si vous avez su créer ça, vous allez, par exemple, mettre en contact plus direct l'homme et le monde animal. Je rappelle que 2/3 des épidémies sont dues à ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire sont liées à la contamination avec les animaux. C'est le cas du VIH-Sida, c'est le cas de beaucoup d'autres épidémies, c'est le cas de Ebola. Et l'autre chose importante, c'est qu'aujourd'hui, l'homme carnivore par essence est en train de faire un élevage intensif. Et donc le contact entre l'humain et l'animal est de plus en plus rapproché. Nous avons des virus qui vont donc quitter le monde animal pour se rapprocher de l'homme parce qu'ils ne peuvent plus se mettre dans la nature. Ils sont obligés d'aller vers une prochaine escale qui s'appelle l'habitation humaine. C'est l'homme qui tend toujours vers ces virus-là. C'est l'homme qui l'a créé. Et puis il y a tout le reste qui nous semble parfois un peu très subjectif et vague et lointain. C'est les bouleversements climatiques, c'est le réchauffement climatique, c'est tout ce qui est décrit aujourd'hui comme bouleversement de nos écosystèmes qui joue un rôle important dans la prolifération des virus, mais aussi dans la mutation des virus. Et l'autre chose importante, c'est que lorsqu'un virus passe de l'animal à l'être humain, il peut muter, devenir plus résistant. Donc on comprend pourquoi on a pu avoir un virus qui s'appelle VIH-Sida, on comprend pourquoi on a pu avoir ces virus à fièvre hémorragique, dont l'exemple le plus connu est le virus Ebola, et on comprend pourquoi on a des virus respiratoires tels que le SARS-CoV. D'ailleurs, vous le dites, quand on dit la Covid, en fait, c'est la Covid-2. Parce qu'il y a bien eu Covid avant. Effectivement. Il y a eu également le SARS. Il y a eu le MERS. Mais ça, c'est tout à fait récent. Donc l'humanité savait très bien, puisque ça fait 15 ou 20 ans, qu'on a eu des virus de ce type-là à transmission respiratoire.
Maintenant, qu'est-ce qui a fondamentalement changé et qui fait que cette pandémie n'était pas si surprenante que ça? Nous avons les virus, je vous ai dit. Ces virus sont au moins aussi virulents. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'ils puissent se propager vite. Exact. Et là aussi, je l'ai dit dans le roman. Durant l'époque médiévale, le virus voyageait sur dos de chameau ou de cheval ou au niveau d'un bateau à voile poussif. Aujourd'hui, c'est train à grande vitesse. Vous vous retrouvez dans un hub, quel qu'il soit, Hong Kong, Dubaï, New York, Madrid, vous pouvez en 48 heures disséminer un germe sur la planète entière. Donc le virus est là, il est virulent, il lui manquait une chose, c'était le support. Et aujourd'hui, nos progrès dits technologiques font que nos virus peuvent être viraux, si je puis dire, et c'est ça qui explique qu'il n'y a rien de vraiment surprenant, et il faut que l'humanité comprenne que cette chose dramatique que nous vivons aujourd'hui est le fruit de la main de l'homme et que malheureusement, sans vouloir être un prophète de malheur, c'est quelque chose qui est tout à fait possible parce que nous avons encore une fois bouleversé nos écosystèmes, nous avons aujourd'hui facilité la transmission du virus de l'animal à l'humain et cette transmission est 1000 fois plus rapide puisque nous avons des moyens de communication, nous avons une interconnexion entre les différentes populations du monde qui font que les virus vont voyager très vite et donc se propager très rapidement. Ce virus est né en Chine où à l'époque ça semblait être lointain, tellement lointain, parce que les hommes oublient vite comme vous l'avez si bien dit. Et pourtant, entre-temps, en un temps record, le virus a fait le tour du monde avec des ravages vraiment extraordinaires. Comment voyez-vous l'évolution des ravages occasionnés par ce virus? Mais bien sûr, on a tous été relativement surpris par la gravité. Mais là aussi, la science a pu nous donner des indications. C'est simplement que l'homme oublie. J'ai parlé tout à l'heure du virus du Moyen-Orient qui, lui, a existé il y a une dizaine d'années à peine. Ce virus était plus mortel que le SARS-CoV. Il était plus mortel. Autrement dit, sur 100 personnes touchés par ce virus, 20 à 30 pouvaient y perdre leur vie. Je rappelle que la Covid tue 2 à 5 personnes sur 100. Exact. Donc vous voyez donc que le rapport de ce que nous appelons la létalité n'est pas aussi catastrophique comparé à ce virus qui lui existait il y a 10-15 ans. Il restait quoi? Il restait la propagation. Dieu merci, ce virus qui s'est installé il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a pu engendrer quelques milliers de morts, mais est resté cantonné sur le continent asiatique. Et ce qui s'est passé simplement, c'est qu'un virus pourtant moins mortel a diffusé largement et a pu créer ce que nous constatons aujourd'hui. Donc imaginez seulement qu'on ait pu avoir affaire à un virus qui soit aussi contagieux, et encore une fois ce n'est plus de la fiction, et qui se propage au moins aussi rapidement. Je rappelle que les virus qui sont transmis par la respiration, comme c'est le cas du coronavirus, les virus qui sont transmis par les moustiques, comme le Zika et la dengue, sont des virus qui voyagent vite. Et je rappelle que certains virus qui sont transmis par les moustiques ont aujourd'hui ceinturé une centaine de pays. Donc oui, malheureusement, oui, nous sommes tous tranquillement installés dans notre quotidien. Et on se disait que quelque chose comme la grippe espagnole ne pouvait pas nous arriver, mais il se trouve que de 1918, fin de la période de la grippe espagnole à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé, c'est encore une fois destruction de nos écosystèmes, promotion de virus plus virulents, et nos progrès technologiques, notre interconnexion, ont fait, vous l'avez dit. Il se trouve que à Wuhan, en Chine, ou dans des grands aéroports chinois, vous trouverez des Africains, des Américains, bref, des gens de tous les continents qui vont rentrer chez eux en une semaine et diffuser le germe. Et donc il n'y a malheureusement rien de surprenant. Il faut que l'homme se reprenne et comprenne qu'il faut absolument qu'on puisse rectifier le tir, sinon on pourrait avoir affaire à ce genre de situation fréquemment. Merci beaucoup Abdoul Kane. Jusqu'à une époque récente, lorsque l'on parlait de virus, lorsque l'on parlait de ce genre de maladie, en fait c'était plus destiné aux pays pauvres, aux pays qui avaient du mal à s'en sortir économiquement. C'est tout le contraire avec ce virus, parce que nous avons vu que les pays occidentaux, les pays dits
développée souffre énormément de ce virus, contrairement à ce qu'on attendait de l'Afrique. Notamment, si l'on suit la déclaration faite par le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce qui explique cette dichotomie, ce changement entre les virus d'avant et ce virus? Alors, il faudrait bien sûr que nous soyons prudents, notamment nous les Africains, et il faut que les plus pauvres soient très attentifs, parce qu'il n'est pas dit, malheureusement, que l'histoire est terminée. On aurait bien aimé. Mais on sait au moins une chose, c'est que toute chose égale par ailleurs. Un virus, évidemment, va atteindre plus facilement les plus vulnérables, et notamment les plus pauvres. On ne sait pas encore clairement, du point de vue purement scientifique, pourquoi les choses se sont passées ainsi. Pourquoi l'Afrique, par exemple, qui est quand même le continent qui compte le plus grand nombre de pauvres et de personnes démunies, soit le continent le plus épargné. On peut émettre des hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses. Une des hypothèses, c'est que nous avons une population quand même jeune. Je rappelle que le virus, par exemple ici au Sénégal, touche des gens qui ont pour l'essentiel moins de 30 ans. C'est des gens souvent asymptomatiques. Peut-être que nous avons une certaine forme d'immunité. Peut-être qu'il y a un environnement qui joue. Mais là aussi, il faut être prudent, puisqu'il n'y a absolument aucune preuve scientifique. Une autre hypothèse possible, c'est que même si nous sommes dans un monde interconnecté, vous imaginez bien que l'Afrique n'est pas le continent qui participe le plus aux échanges mondiaux. Autrement dit, un virus chinois a plus de chances d'arriver à New York, en Europe notamment, qui font partie un peu des centres du monde. Donc ça peut vouloir dire simplement que peut-être nous avons une population, une sorte de bouclier qui est représenté par notre jeunesse, une certaine forme d'humilité, mais peut-être que le virus n'est pas encore arrivé à son niveau de propagation. Il y a un exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de l'Amérique latine, qui est un peu l'autre continent qui va nous ressembler un peu. Le virus y est arrivé tardivement, mais aujourd'hui, au moment où on parle, c'est devenu l'épicentre. Alors maintenant, certes, ce virus, d'ailleurs on l'a appelé nous le virus irrévérencieux, qui s'est attaqué aux riches, et épargnant relativement les pauvres. Mais attention, les données sont en train de changer. Si vous reprenez justement l'exemple de l'Amérique latine, où vous avez vraiment les bidonvilles et les banlieues comme ce qui est décrit dans les zones noires, vous vous rendrez compte que malheureusement, non seulement c'est devenu l'épicentre, mais c'est là que les pauvres payent le plus lourd tribut. Il y a aujourd'hui, au Brésil, en Argentine, des banlieues qui sont quasi enfermées ou encerclées comme des prisons parce que suspects de propager le mal. Et on ne souhaite pas que ça arrive en Afrique, parce qu'on peut bien imaginer que pour un même degré de virulence, malheureusement, les pays les plus pauvres puissent subir des contre-coups beaucoup plus importants. Donc oui, de façon générale, les épidémies et même les maladies, toutes les maladies touchent les personnes les plus vulnérables et notamment les plus pauvres. Pour une raison qu'on n'arrive pas encore à cerner, ce n'est pas encore le cas, notamment pour le continent africain, mais il faut qu'on reste vigilant. Mais on sait par contre aujourd'hui que lorsque il y aura une pandémie qui va toucher une population donnée, c'est les plus pauvres qui vont le plus en subir les contre-coups. Je vous laisse commenter votre premier paragraphe. Très beau paragraphe, vraiment. Darkounda, la grande banlieue disgracieuse, s'adossait à la ville huppée comme une gang scabieuse s'incrustant dans un écrin d'insolente richesse avant de l'envahir et de l'enlacer de ses innombrables scories. La marina, la riche cité, était bâtie sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Le trafic d'armes né de la guerre nourri autant par la bêtise des purifications ethniques, l'intolérance religieuse que par les intérêts de lobby occultes. La corruption de fonctionnaires sans foi, les entourloupes d'affairistes sans loi, les ambitions de politiciens vers compléter le montage financier. Lorsque l'on lit cette partie de votre ouvrage, cette toute première partie, ce paragraphe même, on sent nettement une description d'un très grand fossé, riche et pauvre. Et là, si le virus s'incruste dans ce milieu-là, qu'est-ce qui peut se passer? Mais on peut s'attendre au pire. Quelqu'un a dit, là où pullulent les hommes, pullulent les microbes. C'est ce qu'on disait. D'ailleurs, on le voit même avec cette crise du coronavirus. Pendant qu'on dit lavez-vous les mains, pendant qu'on dit faites de la distance sociale, certains vous disent mais nom de Dieu, nous on vivait à 15 ou 20 dans une baraque. Certains vous disent mais nous on n'a jamais vu de l'eau potable. Et donc vous imaginez bien que ces questions-là peuvent paraître être très secondaires
moi j'ai vu des images télé dans des pays africains où des gens vous disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Moi je dois faire des kilomètres et j'ai vu un monsieur handicapé dire mais moi je dois chercher de l'eau. C'est ça l'enjeu pour moi, c'est pas de lutter contre un microbe dont vous me parlez qui s'appelle le corona. Oui, en décrivant Darkounda, d'abord je dis pourquoi on en est arrivé là. Vous l'avez dit, j'ai mis Darkounda et j'ai mis la Marina. D'ailleurs c'est classique en Afrique, vous verrez souvent un quartier UP qui s'appelle le Plateau ou la Marina, et puis vous avez la banlieue. Et la banlieue qui vient enlacer, c'est vrai pour Dakar, c'est vrai pour Abidjan, c'est vrai. Dakar, c'était pas Dakar que connaît aujourd'hui. Il se trouve qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Il s'est passé l'exode rural, il s'est passé la pauvreté extrême, il s'est passé les chômages, il s'est passé que les populations rurales, du coup, à cause des sécheresses, à cause des politiques d'ajustement structurel, ont couru vers la ville pour essayer d'y trouver le refuge. Et dans d'autres pays, il y a eu la guerre, les guerres civiles, les guerres tribales. Donc c'est tout ça que j'ai mis pour montrer pourquoi toutes nos villes se ressemblent. Moi quand je regarde, je visite toutes les capitales, Dakar, Abidjan et Lagos, Abuja, c'est terriblement pareil. Vous avez une partie extrêmement riche avec des gens qui, pour certains pays d'ailleurs, ont leur jet privé. Et puis autour, vous avez la grande débrouille nationale. Et évidemment, je me suis dit, imaginez un virus qui arriverait là, dans cette banlieue-là, avec ces gens qui vivent au quotidien, avec ces gens qui n'ont pas le minimum. Et qu'est-ce qui peut se passer? Mais ce qui peut se passer, c'est la pullulation microbienne. Ce qui peut se passer, c'est à terme l'incompréhension, puisque le fossé va encore davantage se creuser. La stigmatisation va continuer à exister et on va aller vers les violences communautaires et ça va s'exacerber. Et je pense que malheureusement, c'est ce qu'on est en train d'observer encore aujourd'hui. Et dans tous les pays, le Sénégal n'y a pas échappé, et dans d'autres pays, comme ce fut le cas dans les pays où Ebola a sévi, on a vu qu'il y a eu réellement de vrais replis communautaires, mais surtout une vraie fracture socio-économique. Lorsque l'on lit cet ouvrage, on y voit Ebola, de ce que ce virus a fait en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas avec le virus, la Covid-19. Est-ce que, M. Kane, vous êtes optimiste face à l'issue de la propagation de ce virus, quand on sait qu'au Sénégal, les chiffres sont en train d'évoluer? Optimiste, je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable veut dire que malheureusement, le virus est en train de se propager. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de mettre en œuvre, du point de vue social et économique, les mesures dites de confinement qui ont par ailleurs fait leur preuve. On l'a vu. Aujourd'hui, on a dû libéraliser un peu les choses. Et les choses sont en train d'évoluer. Dans quel sens, on ne le sait pas trop. C'est ce que je disais. Moi, lorsque je parle d'un virus, je dis il y a 3 facteurs qui peuvent jouer. Il y a l'environnement. Est-ce que nous avons un environnement favorable? Je n'en suis pas sûr. Parce que même le climat dit tropical, on sait qu'il ne tient plus. Puisqu'il y a des pays qui sont dans le même environnement que nous, qui malheureusement sont devenus des épicentres. Le deuxième élément qui peut être un élément important, c'est l'hôte, c'est-à-dire la personne elle-même. Et je dis à ce niveau-là, est-ce que le fait que nous ayons été en contact avec un certain nombre d'autres virus, tels que les coronavirus, parce qu'il y en a eu des coronavirus, est-ce que nos vaccinations antérieures, ce sont autant d'hypothèses, ont pu nous aider en quoi que ce soit? Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse qui n'est pas prouvée. Et puis il y a troisièmement le virus. On sait bien qu'un virus peut muter, qu'il peut être plus ou moins agressif vis-à-vis de son hôte. Est-ce que nous avons affaire à cette forme-là qui serait moins virulente? En sachant que même si c'était le cas aujourd'hui, les choses peuvent changer demain. Mais on n'est que dans des incertitudes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les épicentres bougent. On peut espérer que ça n'arrive pas en Afrique. Maintenant, il faut qu'on soit raisonnable. Il faut imaginer que tout puisse arriver. Et tout puisse arriver veut dire donc comment nous réorganiser au niveau sociétal d'abord. Et pour moi, c'est réorganiser au niveau de la société, c'est devoir arriver peut-être à un moment où on va devoir reconfiner les gens. Mais reconfiner les gens voudra dire qu'il va falloir qu'on aide les couches les plus vulnérables à pouvoir supporter cela. Justement,
Nous avons vu que récemment au Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'assouplissement, mais oui, peut-être un déconfinement progressif, nous l'avons vu. Mais suite à des attaques, à des grèves des transporteurs des couches vulnérables, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal, si toutefois on ne l'espère pas, en tout cas, on fait tout pour que cela n'arrive pas, mais si toutefois le virus évolue, est-ce qu'il est possible que les Sénégalais soient confinés quand on sait également que la situation économique du pays peut être calamiteuse d'un point à un autre? À mon avis, justement, c'est ça la grande incertitude. Malheureusement, nous allons être rattrapés par nos insuffisances structurelles. Nos insuffisances structurelles, c'est la grande pauvreté de nos pays. C'est les grandes inégalités sociales. Il y a une minorité, et ça c'est vrai partout dans le monde, qui peut aujourd'hui truster l'essentiel des richesses, mais la grande majorité vit au quotidien. Et malheureusement, oui, ces gens-là, on ne peut pas dire à un marchand ambulant, à un transporteur, à quelqu'un qui vivait au jour le jour, d'arrêter tout, s'il n'y a pas une chaîne de solidarité solide derrière. On ne peut pas demander à un paysan de ne pas aller à de ne pas cultiver la terre. C'est ce paysan qui nourrit la... D'ailleurs, je l'avais dit dans La vie sur un fil, en disant le marabout est le paysan. Ce paysan a été maltraité, n'a pas eu les soins qu'il méritait, et pourtant, voilà ces personnes-là qui devraient être mises en avant. Mais on a oublié ça dans notre République. Le coronavirus d'ailleurs nous l'a rappelé, que ce que certains appellent les transparents de la République, subitement on dit mais ces gens-là sont importants. On se rend tous compte qu'on peut se passer d'un certain nombre de personnes qui sont peut-être parmi les plus riches, mais le transporteur on en a besoin, le tailleur on en a parfois besoin, celui qui vend du pain on en a besoin, et le paysan évidemment va être le pilier de notre société. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons des mécanismes pour aider ces personnes-là, dans des périodes où on leur demandera d'avoir moins de mobilité, de se confiner, de les accompagner? J'en doute fort, parce que malheureusement, et c'est ma conviction, nous n'avons pas su créer une vraie justice sociale, une vraie démocratie sociale. Nous n'avons pas su permettre à certains d'avoir mieux que le sort qui est le leur aujourd'hui. Aujourd'hui, un paysan africain qui nourrit la population, qui est la majorité de cette population-là, aurait dû être dans une posture beaucoup plus enviable. Mais on sait comment vivent nos paysans. C'est-à-dire que dès qu'on a fini, on est forcément passé par cette période de soudure, par cette période de précarité. Alors demander encore à ces gens-là de vivre en deçà de ce qu'ils subissaient avant, c'est quasi mission impossible. Oui, ma crainte, oui, elle est bien là, c'est que je ne vois pas très bien dans nos sociétés devoir vivre une situation pareille, devoir se confiner, parce que ça aurait supposé encore une fois que des années durant, nous ayons créé une vraie démocratie, une vraie répartition des richesses, et je ne suis pas sûr que nous soyons capables de cela sur une période de crise, d'autant plus qu'on n'a plus la lucidité et on va se retrouver plus dans des replis, dans la préservation de certains intérêts, et on l'a vu aussi dans la vraie vie, et je crains que ces tares nous suivent. Nous avons vu qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'ampleur de ce virus, nous avons également vu l'évolution même de ce virus au Sénégal, le nombre est en train d'évoluer considérablement. Face à cette évolution, face à nos infrastructures de santé, aujourd'hui, est-ce que nos infrastructures peuvent accueillir aujourd'hui le nombre de contaminés? Non, clairement, je l'ai également écrit quand dans La vie sur un fil, ce que je racontais et ce que j'ai décrit également dans l'éthique sur la société, ce sont des failles structurelles de notre système de santé. Pour dire les choses simplement, aujourd'hui, on ne peut pas mettre sous respirateur, 100 personnes atteintes de Covid au Sénégal. Aujourd'hui, au moment où je parle, si on a pu même gérer les cas dits graves, ils sont une vingtaine, c'est parce que on a sacrifié d'autres patients. Il y a des malades qui doivent être opérés du cœur, qui doivent attendre, parce que c'est dans ces centres-là que les malades Covid sont admis. Il y a des patients qui doivent subir un certain nombre de chirurgies, mais qui ne peuvent pas, parce que les quelques services de réanimation qui étaient, on va dire, opérationnels, sont utilisés pour le Covid. Donc, en vérité, on parle beaucoup de Covid,
mais on oublie que le simple fait aujourd'hui de gérer les cas qui ne sont pas si nombreux se fait au détriment de la prise en charge d'autres patients qui sont au moins aussi graves, sinon parfois même plus graves, et pour ces gens-là c'est une perte de chance. Évidemment, je l'ai dit là également, quand j'ai dit on parle d'Ebola, et on avait oublié le palu, on a oublié le choléra, et pendant la crise d'Ebola, il y a eu plus de décès liés au palu qui ont sensiblement augmenté par rapport à Ebola lui-même. Et ce qui va se passer aujourd'hui, des cancéreux vont perdre leur vie, des malades du cœur vont perdre leur vie, et d'autres vont perdre leur vie parce que notre système de santé ne peut même pas faire face à un afflux qui en réalité n'est pas encore aussi important. Ceci étant dit, je pense qu'il y a aussi une approche qui a été prise qui n'était pas la bonne, me semble-t-il, en tout cas pas l'optimale. On a voulu tout centrer sur l'hôpital, pour une maladie dont, je le rappelle, n'est pas la plus létale. En vérité, sur 100 patients de Covid, il n'y a que 2 à 5 morts. Il y a en vérité, on va dire 10 à 15% qui vont nécessiter une prise en charge, on va dire rapprochée. Mais les autres auraient parfaitement été prises en charge en amont, dans des structures beaucoup plus légères, avec un personnel menu qui peut être de qualification correcte, mais on n'a pas besoin de mobiliser autant de ressources, notamment de l'hôpital, de lits d'hôpitaux, et de faire perdre des chances aux autres. L'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se gérer peut-être dans la communauté au niveau des domiciles. Donc si on raisonnait ainsi, peut-être qu'on se retrouvait avec 90% des personnes atteintes de Covid qui n'ont pas besoin d'arriver à l'hôpital ou même dans une structure de santé élaborée. Et les 10% qui restent, hôpital de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, on verrait, ou un centre de santé, comment les y répartir avec un personnel de surveillance qui peut être un bon étudiant en médecine, qui est un doctorant, qui peut être un infirmier qui est qualifié, avec un étudiant de socio-anthropologie ou de psychologie, parce qu'il faut parler aux gens, parce que le soutien psychosocial est important. Ces personnes étant confinées dans une structure de soins, il faut bien leur apporter de l'aide si c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins. Et je pense que si on faisait peut-être ça, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été dépensées, alors qu'on avait besoin de ces ressources pour avoir plus de lits de réanimation. Vous avez entendu des gens dire, tiens, on n'a pas encore les structures de réanimation à Ziguinchor. Mais on est à 60 ans d'indépendance, à 40 ans d'une crise d'une région qui est une région centrale du pays, et on réalise aujourd'hui que nous n'avions pas de réanimation. Des gens sautent sur des mines depuis des années dans cette région. Des gens sont blessés de guerre depuis des années. On sait qu'il y a des coups d'État qui se passent autour de cette région depuis des années. Alors posons-nous la question simple, donc comment faisaient les gens? Et donc, mais les gens il a fallu que ce virus vienne pour nous rappeler ce que nous sommes. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train de se poser des questions sur combien de lits de réanimation on va aller poser à Touba, qui est quand même le deuxième grand centre urbain du Sénégal. Et c'est vrai pour toutes les capitales régionales. Aujourd'hui, nous n'avons pas une seule ville sortie de Dakar où vous pouvez dire que vous avez 15 ou 20 lits de réanimation. C'est quand même terrible. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous devons comprendre, rectifier. Commençons à corriger ce qui peut l'aider à présent. Ça nous permettra de mieux faire face aux patients qui sont atteints de Covid. Si, comme on peut l'espérer, l'épidémie n'atteint pas une certaine ampleur, mais ces lits ne seront pas perdus parce que ça nous permettra enfin d'opérer facilement les gens, de prendre en charge nos accidentés de la circulation, de prendre en charge les urgences de façon générale. Mais ce que ce virus nous montre, c'est que finalement, les urgences dans nos pays n'ont jamais été prises en charge de façon optimale parce que nous n'avons jamais eu le 10e, peut-être même le 5e, le lit de réanimation que vous pouvez attendre d'un pays africain quel qu'il soit. Au lendemain de la victoire de l'homme sur ce virus la Covid-19, est-ce que nous ne devrions pas penser ou bien même repenser notre système de société? Moi, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on n'attende pas le lendemain. D'abord, on ne sait pas trop quand ce virus va nous quitter. Et pour moi, il y a des signaux qui ne sont pas pour me rassurer, pour être honnête. Un premier signal, c'est la solidarité nécessaire quand une crise pareille arrive. On l'a vu pendant peut-être quelques petites semaines où on a dit, tiens, on est tous ensemble et on va tous vers le même but, on combat le virus
et on se réinvente une nouvelle société. Pratiquement tous les chefs d'État ont dit la même chose. Exact. On va humaniser les mêmes discours. Mais que s'est-il passé? On a vu, après quelques semaines d'exercice, que bon, ceux qui s'opposaient continuent, ont repris, il y a eu la fraction, la fracture. On a vu même des oppositions communautaires. Certains disent que ce sont les autres. Quand vous quittez une zone où on a entendu qu'il y aurait des cas communautaires, que vous avez une autre, les gens vous regardent comme une sorte de mal porteur du virus. On a vu même sur la question religieuse des problèmes se poser. On a vu des gens refuser, ce qui paraît extraordinaire, mais qui n'est pas surprenant. On l'a vu dans Ebola. Les gens disent, vous n'enterrez pas cette personne dans un cimetière parce qu'il a le virus. Parce qu'il aurait le virus. Alors que scientifiquement, bien entendu, il n'y a absolument rien de particulier. On a même vu des gens, et c'est l'autorité dire, vous ne pouvez pas rapatrier des corps, alors que scientifiquement, il n'y avait pas raison réellement de le faire. Et puis, peut-être plus inquiétant, lorsqu'on a dit, on va distribuer l'aide alimentaire, on va rééquilibrer les choses. Exact. Mais on se pose des questions. Certains vous disent, mais il y a mal d'autres. Certains disent, il y a un peu de politique dedans. Bref, dans un moment aussi crucial dans la vie d'un pays, une situation aussi inédite, on se retrouve avec, on va dire, les vieux fantômes qui montrent qu'on n'est pas guéri de tous ces maux. Et moi, c'est cela qui m'inquiète. Et on le voit aussi dans la gestion de nos structures sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a parfois un effet com, certes, exact. Mais la racine du mal, c'est-à-dire dire non, mais acceptons qu'il y a des failles. Il y a un budget qui a été décliné et dégagé, mais faisons en sorte que ceci arme nos services de réanimation, qu'on mette plus de lits. Et on a des inégalités territoriales extraordinaires. Vous sortez de Dakar, vous êtes quasiment dans le désert par ailleurs. Les malades qui sont au Fouta, au Bawol ou au Kayor, qui sont atteints de maladies du cœur, moi je le vis régulièrement, ne se soignent plus à cause de l'interdiction de la mobilité interurbaine. Parce que, mais il n'y a simplement pas de minimum de cardiologie qui peut leur être offert. Donc, de dire aujourd'hui, on a fait ce diagnostic et on commence à le corriger, moi, m'aurait rassuré. Maintenant, vous l'avez dit, mais c'est vraiment les questions politiques de façon générale. Et d'ailleurs, quand j'écrivais Les eaux noires, je suis parti du postulat que si Ebola a pu exister et à faire plus de 10 000 morts en Afrique, c'est qu'il y a eu échec de la politique sanitaire, de la politique d'éducation, de la politique économique, de la politique monétaire. Quand je parle de CFA, Corée, France-Afrique, j'évoque tout cela, de la politique de l'urbanisation. Bref, c'est pour répondre encore une fois de façon plus précise à votre question, j'aurais bien aimé qu'on se mette à tourner la page, mais j'aurais aimé sentir cela maintenant. Et j'ai l'impression que le Sénégal d'avant Covid ressemble maintenant un peu plus à ce qui se passe dans la vraie vie, et ça ne me rassure pas trop sur notre capacité à nous réinventer demain. Certains spécialistes, Dr Abdoul Kane, parlent de vaccin, d'une possibilité de vaccin. Est-ce qu'il est facile de trouver un vaccin contre un virus? Oui, il y a des vaccins qui ont pu exister contre des virus. On a même eu des vaccins qui ont permis à certaines maladies de disparaître quasiment. Maintenant, il faut bien comprendre que le temps de la recherche est un temps qui peut être long. Quand est-ce que nous aurons le vaccin? Beaucoup d'équipes s'y activent. Hein. Peut-être que nous l'aurons. Probablement pas avant plusieurs mois, dans le meilleur des scénarios. Mais n'oublions pas que quand on aura trouvé le vaccin, il se posera la question de l'accessibilité au vaccin, il se posera la question de l'acceptabilité au vaccin, et il se posera peut-être pour certains virus la question de ce vaccin-là pendant combien de temps, puisque vous savez que parfois, pour certains virus, c'est pourquoi je parlais de mutation tout à l'heure, on est obligé de refaire ou de réinventer les choses ou de remettre à jour les vaccins. Donc oui, il y a le vaccin, il y a toutes les méthodes de traitement, mais n'oublions pas que malheureusement, même si nous trouvions un vaccin, que ce soit ce virus ou d'autres, les réalités vont changer, des mutations vont s'opérer et on va être confronté à d'autres menaces sanitaires. Et encore une fois, oui, il faut bien qu'on continue à faire de la recherche pour des traitements curatifs et pour des vaccins, mais n'oublions jamais que la cause, elle est fondamentalement non biomédicale. Elle est environnementale, elle est socio-économique,
elle est culturelle, et je pense que c'est repenser tout cela qui nous permettra d'arriver à parer à ces éventualités-là. La gestion de cette épidémie, c'est ma dernière question ici au Sénégal, la gestion de cette épidémie a montré quelques failles comme vous l'avez cité, mais nous avons vu par exemple que peut-être la préoccupation du personnel soignant, du médecin peut ne pas être la même que celle de l'homme politique. Nous avons vu l'affaire, en tout cas un tout petit peu mise en avant par la presse entre le professeur Seydi et le ministère de la Santé. Est-ce que cette affaire-là ne montre pas encore une fois de plus que nous avons vraiment un problème de politique publique? Oui, je crois que nous avons un problème de politique parce que je crois que nos politiques ne sont pas fondées sur des éléments scientifiques. Quand je parle d'éléments scientifiques, je parle des sciences de façon générale. Sciences humaines et sociales, sciences biomédicales, en l'occurrence ici. Pour donner un exemple, par rapport à ce que vous dites, avant même d'aborder cette question-là, pour moi, il me paraissait évident, dès le départ, que la question du confinement tel qu'il a pu être conçu ailleurs, notamment dans les pays développés, ne pouvait pas être appliqué de la même manière, pour une raison toute simple, et les socio-économiques. Exact. La question que nous pouvions avoir avec les aspects culturels et cultuels pouvait être abordée différemment. Et on l'a vu. Je crois que lorsque les politiques ont mis en place certaines choses, au nom de la science médicale d'ailleurs, nous disait-il, tout de suite ils ont changé, alors même que les médecins ne leur avaient pas encore dit ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas su faire ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire que les médecins fassent la médecine, mais qu'eux, ils puissent justement trouver la bonne pédagogie et trouver les ressources pour aider les gens à survivre dans ce confinement-là. Et puis après, ce que vous dites, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a bien vu parfois les politiques avoir tendance à faire de la com, maladroitement sur des données scientifiques, à vouloir inventer des pics, à vouloir dire que tout est maîtrisé, que nos structures sont au point. Mais vous ne trouverez aucun médecin sérieux qui connaît la médecine au Sénégal qui vous dira que nous pouvons encore une fois mettre 100 patients sous respirateur sur une bonne réanimation. Au Sénégal. Au Sénégal. En ce moment. En ce moment-là. Et pour plusieurs raisons. C'est la question des infrastructures. Parce que ce n'est pas dans une chambre qu'il faut le faire. Il faut bien le faire dans un environnement. Et ces environnements, on n'en a pas en quantité suffisante. Deuxièmement, il faut des respirateurs. Je ne parle pas des respirateurs pour anesthésier quelqu'un, pour l'endormir. On parle des respirateurs de réanimation. Nous n'en avons pas assez. Et puis enfin, il y a des ressources humaines. Mais depuis que le Sénégal est indépendant, nous n'avons pas fait la promotion de médecins anesthésistes réanimateurs, d'infirmiers ou de techniciens anesthésistes réanimateurs. Et ce n'est pas un monsieur qui n'a pas eu cette expertise-là qui va se réveiller pour aller prendre en charge quelqu'un qui a une réanimation lourde. Et je parle de la rotation. Pour faire une garde 24 heures sur 24, il faut plusieurs réanimateurs et plusieurs infirmiers, souvent pour 2 ou 3 malades, parce qu'il s'agit de ça. Donc vous voyez, le gap est énorme. Et nous n'avons pas su faire preuve d'anticipation. Donc c'est pour cette raison-là que lorsque j'entends effectivement des politiciens dire ça y est, la situation est maîtrisée ou va l'être, c'est un vœu pieux, parce qu'on espère quelque part que les choses s'arrêtent là. Pourquoi elles s'arrêteraient là? Parce que c'est le bon Dieu qui en a décidé ainsi. Mais encore une fois, et c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en Occident. L'Occident a été dépassé parce qu'on ne pouvait quand même pas s'attendre à avoir des milliers de patients à ventiler. Exact. Mais ici, nous ne parlons pas de milliers de patients. Moi, je parle de 100 patients. Et je ne connais aucun pays d'Afrique subsaharienne francophone capable de le faire. Donc c'est pour rappeler simplement, oui, que nos politiques veulent parfois mettre en avant un aspect de communication qui est complètement décalé avec la réalité. Ils ont pris parfois la médecine comme prétexte pour justifier certaines choses, mais quand ça les intéressait plus, évidemment, on a bien vu que le discours, je ne dis même pas politique, parce que j'aime bien la politique, l'art noble, mais c'est le discours politicien, c'est substitué pour, pardonnez-moi du terme, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Merci beaucoup, Dr Abdoul Kane. Toujours un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, chers internautes, vous l'avez suivi, c'est Abdoul Kane, l'auteur de l'ouvrage Les Eaux Noires, un roman publié aux maisons d'édition L'Harmattan Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.